Que du plaisir de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Débat 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Et bienvenue donc pour un événement aussi grandiose, on ne le dira jamais assez. Un merci ne suffira jamais assez pour le dire à tous ceux-là qui ont porté dès le bas âge l'être pour devenir le grand homme de demain. Vous ne vous y méprenez pas. Une fois encore, nous irons dans l'univers des enseignants. Le 5 octobre dernier, ils étaient à l'honneur, les enseignants du monde entier. Eux, grâce à qui, mesdames, messieurs, les frontières de l'ignorance sont sans cesse repoussées et l'être affranchi dans une certaine mesure. Dans un climat de tension relative, la dite journée a également été célébrée au Bénin. Et au Bénin, elle aura été placée sous le sceau de la revalorisation de la fonction enseignante. Une journée de réflexion et d'engagement aussi bien du corps enseignant que des gouvernants. Le Bénin qui, des années durant, aura émerveillé de par la qualité de ses enseignants, mais tient-il toujours le cap? Quelle est aujourd'hui la qualité de l'enseignement donné et quels sont les grands défis de l'heure à relever en urgence? Ce sont là, mesdames, messieurs, entre autres questions que nous aurons à aborder avec nos invités du jour, tous des enseignants. Thème au menu, journée des enseignants au Bénin, le quartier latin de l'Afrique, toujours un label. À ma droite, il a nom André Degbeyi, il est un inspecteur, l'un des rares à faire la fierté encore du Bénin du temps, de l'enseignement secondaire général. André Degbeyi, bonjour. Bonjour. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de vous, pour l'instant débat, vous aurez chez votre jeune frère Alessandre Adjina, enseignant aussi, il est membre du Fondation des syndicats de l'éducation. Alessandre Adjina, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Avec votre mission, avant d'aborder le sujet proprement dit, nous allons faire un petit détour à la régie et puis on se retrouve. L'éducation, l'une des priorités au niveau de la stratégie 5 du programme d'action du gouvernement. A raison, le 5 octobre n'est pas passé sous silence. Le gouvernement béninois l'a placé sous le sceau de la revalorisation de l'enseignement. André Degbeyi, le 5 octobre revêt quelle importance pour vous, vous en tant qu'enseignant? Merci beaucoup. Le 5 octobre, vous savez, moi je le vis comme la renaissance en permanence. Chaque fois que nous arrivons à un 5 octobre, je me dis, mais voilà un jour qui fait de moi un héros, dont personne ne veut, c'est vrai, mais qui fait de moi un héros. Intéressant. Et je me dis, je ferai tout pour me faire plaisir ce jour-là. Je mangerai ce que je pourrai m'offrir et je boirai ce que je voudrais bien boire. Cette année, vous n'avez pas dérogé à votre tradition? Pas du tout. Vous l'avez fait? Je l'ai fait. Je suis curieux de savoir comment ça s'est passé. Ça s'est passé très bien, puisque c'est dans mon intimité. Typiquement, non, moi, une petite réflexion autour? Non, moi, je ne consomme que les légumes. Je l'ai fait avec ma petite pâte, avec un petit vin à côté. Et je me suis donné ce petit plaisir. Il faut savoir se donner du plaisir. Et pour un enseignant, quand on sait ce qu'est la difficulté et le quotidien de l'enseignant, on ne peut pas leur en vouloir. Au contraire, leur apporter plus. Oui. Alessandre Adjina et vous, le 5 octobre, comment le vivez-vous? Et cette année, comment l'avez-vous vécu? Merci beaucoup. Je crois que le 5 octobre est une journée de réflexion pour les enseignants. Et réflexion parce que au niveau des gouvernants, ils doivent réfléchir et voir quelles sont les conditions de vie et de travail des enseignants. Au niveau des enseignants également, ils doivent se remettre en cause et se dire comment faire pour accomplir convenablement la mission noble qui est la leur. Donc c'est une journée de réflexion, mais telle que ça s'organise dans notre pays, c'est que c'est seulement au sommet. Au sommet, et le gouvernement, les
ministres concernés avec quelques responsables syndicaux qui se retrouvent et qui se retirent dans un coin donné pour réfléchir par rapport à un thème. Si bien qu'il y a des enseignants qui ne savent même pas ce que c'est que la journée mondiale des enseignants. Sérieux? Ça, je suis vraiment sérieux. Et qui n'ont aucune idée du thème retenu, que ce soit au plan mondial ou bien au plan national. Donc, il va falloir qu'on revoie un peu la façon de célébrer ce 5 octobre qui est la journée mondiale des enseignants. C'est le syndicaliste qui parle. Je m'aimerais vous demander, est-ce que déjà dans ce sens, vous avez eu à attirer l'attention des autorités là-dessus? Ça pourrait être utile. Nous l'avons fait. Bon, et on n'est pas encore entendu, mais nous autres, nous allons nous organiser les fois à venir à notre manière, réunir nos militants et voir comment célébrer réellement cette journée-là comme cela se doit. Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants. Tel est le thème retenu au plan mondial. André Degbigny, l'inspecteur, trouve quel intérêt à ce thème retenu? Et quand on prend le contexte béninois, quelle pourrait être la portée de ce thème? Merci beaucoup. Liberté, autonomie, ça fait deux mots qui renvoient à la responsabilité. Simplement. Tout d'abord, à la responsabilité et après à l'organisation. Vous ne pouvez pas être libre si vous ne vous responsabilisez pas. Et si vous êtes libre, vous devez vous organiser pour donner le meilleur de ce que vous avez à faire. L'autonomie renvoie tout de suite à un système d'organisation lié à la personne qui veut exercer. Si vous voulez vous autonomiser, vous allez d'abord à la recherche de ce que vous allez utiliser les intrants. Vous avez besoin de savoir comment agencer ces intrants pour qu'à la fin, votre résultat soit un bon résultat. Ce thème est tellement parlant dans le contexte béninois où les enseignants du secondaire font pratiquement au cours les bras ballants. Pas de préparation, pas d'organisation de classe. Le début de l'année n'est pas marqué systématiquement par un contrat didactique avec les élèves. On fait pour beaucoup, pas pour tous, parce que là, je dirais que certains vont les bras ballants et puis on ne se donne pas les bons repères. C'est dans un contexte où tout le monde veut faire 42 heures par semaine. 42 heures. Puisque la semaine porte 42 heures et que tout le monde veut être occupé à tout moment. Pour la charge que constitue le contenu même de l'enseignement, ne dites pas qu'il y a des enseignants qui éprouveraient du plaisir à faire 42 heures. Et quel est le temps de préparation, le temps de répit pour soi? Si vous me donnez une petite confiance, vous savez quand même que je suis inspecteur. Je le sais. Et que je ne peux pas rentrer dans une classe en demandant la permission. Donc j'ai accès à toutes les classes qui s'ouvrent devant moi. J'ai vécu un certain nombre de choses. Et après, quand je sors d'une inspection, mon premier devoir, c'est de rencontrer le chef d'établissement ou les gouvernants de l'école. Des discussions, c'est ça ce que ça donne. Quand vous discutez avec les enseignants, chacun exprime ses prouesses pour montrer que lui, il a 40 heures, il a 2 contrats de 18 heures, il a ceci, il a cela. Vous comprenez? Tous ceux qui enseignent au public aujourd'hui veulent aller enseigner au privé. Mais le législateur a dit 18 heures ou 20 heures. Eux, ils le font x2. Et ils le font x2. Alessandre Adjina, vous êtes comme le berger. Derrière vous, un troupeau. Ce sont vos syndiqués. Vous observez ces constats aussi? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que la liberté signifie absence de contraintes. Et lorsqu'on enseigne malgré soi, on n'est pas libre. Lorsqu'on est allé au métier d'enseignant par accident, on n'est pas libre. Mais en dehors de ça, et comme l'a dit monsieur l'inspecteur, lorsqu'on
n'est pas sûr de ce que l'on veut enseigner, lorsqu'on n'a pas bien préparé ce que l'on veut enseigner, on n'est pas non plus libre. Mais qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Et ce n'est pas pour dédouaner peut-être ceux qui vont en classe sans être sûrs de ce qu'ils vont enseigner, ou bien ceux qui ne sont pas dans leur peau quand ils vont enseigner. Mais nous constatons que cette course-là effrénée que font certains enseignants se justifie parfois par les conditions de vie. Puisque tout à l'heure, nous allons aborder la question de la revalorisation de la fonction enseignante. Donc, c'est pour chercher un plus. C'est pour combler un manque que les enseignants, la plupart des enseignants, ce n'est pas tout le monde, la plupart des enseignants, au-delà, en dehors de là où l'État les emploie, ils vont chercher un plus. Mais ce qu'on devrait faire, oui, même si on va chercher un plus ailleurs, si on veut être un enseignant digne du nom, on doit bien faire le travail pour lequel on est payé. Et quand il s'agira maintenant de revendiquer, on doit pouvoir revendiquer comme cela se doit. Donc, il n'est pas normal que l'on banalise, par exemple, le travail dans le public et que l'on soit très bon dans le privé. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, si on sait courir, on doit pouvoir bien faire le travail de part et d'autre. Et ça, vous le dites souvent au vôtre? Oui, nous le disons. Inspecteur Degbegui, oui, un malaise qui s'explique, apparemment. Non, attendez, on ne peut pas courir et faire bien. On ne peut pas courir et faire bien? Non, il faut qu'on s'entende. On ne peut pas courir et faire bien. Parce que quand moi je procède souvent par comparaison. Je connais des personnes qui refusent systématiquement les vacations, mais qui vivent mieux, apparemment, en tout cas, pour ce que je vois, qui vivent mieux que ceux qui font les vacations. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que celui qui a encore une classe, enfin disons 18 heures plus 6, c'est tenable. Parce que le temps libre, ce que nous voyons comme libre, est resté là pour du travail, pour la préparation de classe, pour la correction des évaluations, pour les simulations, pour les tests et tout ça. C'est prévu pour ça. Mais lorsque vous encombrez ça, vous n'êtes pas capable de préparer, vous n'êtes pas capable de corriger à temps, vous n'êtes pas capable de tester les instruments que vous avez et vous allez comme ça au pifomètre. Mais vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour le vendeur d'essence, pour le mécanicien, pour le pharmacien et le médecin. L'enseignant? Oui, parce qu'il n'a même pas le temps. Il n'a pas le temps de brouter un peu de pain avant de prendre la route. Il est obligé de manger sur l'engin. J'en ai vu. Et généralement, les cours ne sont pas, les lieux de cours ne sont pas très proches. Quelqu'un qui a cours à, je ne sais pas, à Soulouréré, de 8h à 10h, et qui a pris des heures à Godomé. Apparemment, la distance n'est pas très grande, mais il y a une difficulté à quitter Soulouréré pour aller à Godomé. Et il faut donc qu'il arrête un peu plus tôt à Soulouréré et qu'il aille un peu plus tard à Godomé. Est-ce qu'on peut se mettre à courir lorsque, fondamentalement, il y a de quoi se suffire? Parce que le syndicaliste parlait tout à l'heure d'un vide à combler, d'un manque qui est là. Et on n'y va pas forcément par passion, parce que les besoins sont là, il faut y aller, et on y va par contrainte. C'est relatif. Relatif. Lorsque vous voulez, si vous bâtissez votre vie sur la plainte, vous allez vous plaindre tout le temps. Ça, c'est personnel. Je le dis dans un système de développement personnel et individualisé. Vous partagez ça avec vos enseignants? Je partage avec ceux qui le voudront bien. Lorsque vous passez votre temps à vous plaindre, vous allez tout le temps vous plaindre. Celui qui
qui craint de souffrir d'une chose souffre déjà de ce qu'il craint. Mais un vide, ça peut se constater. Est-ce qu'il s'agit là d'une plainte fondamentale? Je retourne au thème dont on a parlé, liberté, autonomie. Oui. C'est une question d'organisation de sa vie. C'est une question d'organisation de sa vie. Vous comprenez? Tout le monde a l'obligation d'avoir des ambitions. Si vous n'en avez pas, vous ne progressez pas. Mais moi, je dis, dans le contexte où moi j'ai été élevé, il faut adapter son ambition aux ressources que l'on peut avoir. Nous sommes d'accord? Lorsque, par exemple, quelqu'un qui a fait l'université, parce que mon ami a parlé tout à l'heure d'accident, il n'y a pas d'accident en matière de choix de vie. Pas d'accident? Non, 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 non. Si vous faites accident pour choisir votre vie, vous serez tout le temps dans l'accident. Et il faut éviter ça. Lorsque vous sortez de l'université avec une licence ou avec une maîtrise, ok, vous ne pouvez pas aller vous asseoir pour dire que vous êtes médecin. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir pour dire que vous êtes même pas vulcanisateur. Mais pourquoi vous voulez dire que vous êtes enseignant? Ça, c'est la première chose. Vous comprenez? C'est la première chose, ça. On est enseignant lorsqu'on l'a appris, lorsqu'on est un homme de métier. Et lorsque vous êtes un homme de métier et que vous rentrez dedans, le simple fait de ne pas savoir ce que l'on veut faire est une souffrance. Vous comprenez? Parce que vous rentrez, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Ça, c'est aussi de la souffrance. J'ai été heureux qu'il ait reconnu, n'est-ce pas, que ce qu'on doit enseigner, il faut le connaître. Il faut le connaître. On est d'accord. Mais quand vous rentrez dans un système comme ça, de cette façon-là, il n'y a rien à faire. Puisque celui qui rentre comme ça, rentre avec des illusions. Par conséquent, il sera désillusionné. Et dès que vous êtes en contact avec les premières réalités, vous commencez par souffrir de ça. En tout cas, souffrance, ils sont nombreux, les enseignants, à dire que c'est pratiquement le quotidien. À dessein, le gouvernement béninois a choisi cette année d'entretenir les siens autour de la question très fondamentale de la revalorisation de la fonction enseignante. Alessandra Djinan, ce thème vient-il apporter comme une réponse adéquate aux préoccupations qui sont celles permanentes des enseignants? Merci beaucoup. Je crois que par rapport à ce que M. l'inspecteur a dit, il faut savoir s'adapter aux réalités et adapter ses besoins à ses moyens. Mais qu'est-ce que nous remarquons très souvent? Nous remarquons que le minimum n'est pas mis à la disposition de l'enseignant. Et là, en tant que contractuel d'une promotion donnée, et étant en contact permanent avec les réalités que nous vivons, des problèmes d'actes administratifs qui tardent à venir, des problèmes de reclassement, des gens qui gagnent le même salaire depuis 10 ans, mais ce qui ne relève pas de leur faute, parce que vous suivez une formation, vous finissez, vous attendez votre décision d'admission définitive, vous attendez votre arrêté de mise en formation, des pièces pour constituer votre dossier, vous faire reclasser, des pièces qui ne viennent pas. Donc, les charges augmentent, la vie coûte de plus en plus cher. Donc, quelqu'un, on ne peut pas dire que quelqu'un qui était à un niveau A il y a 10 ans, qui peut-être s'est marié, qui a, même si c'est un seul enfant, alors qu'il était par le passé célibataire, ces enfants-là vont déjà à l'école et ils gagnent le même salaire depuis 10 ans, même si il ne veut pas, même s'il veut consacrer tout le reste du temps aux préparations de fiches, à tout ce que M. l'inspecteur a dit, il sera obligé d'aller chercher ce plus-là pour combler le vide parce qu'il n'est pas
traité comme il devrait l'être. Parce que ce n'est pas lui-même qui doit se signer les pièces. Ce n'est pas lui-même qui doit s'offrir le reclassement. Mais il remplit les conditions, il n'est pas reclassé. Donc, il y a souvent ces cas-là. Sinon, la plupart de ceux qui obtiennent leur reclassement et qui sont de ma promotion ont cessé de faire la vacation. Mais celui qui gagne le même salaire depuis 10 ans, il n'a pas le choix souvent par rapport à ce plus qu'il va chercher. Donc, voilà, je suis tenté de donner la parole à l'inspecteur, mais avant, dites, aujourd'hui que l'autorité lance la question de la revalorisation de la fonction enseignante, quels ont été, vos apports pour que ce que vous percevez comme relevant de la responsabilité d'abord de l'autorité pour le mieux-être de l'enseignant soit fait? Quel est votre apport dans ce sens pour que ça se suive et qu'on n'ait pas à revenir sur ces mêmes préoccupations qui ne sont que des questions qui pourraient être évacuées très rapidement? Il y a plusieurs aspects lorsqu'on parle de la revalorisation de la fonction enseignante. Mais où est-ce que nous enseignons? Je ne veux pas citer de nom d'établissement, mais allez voir des salles de classe non cimentées. En principe, l'enseignant ne devrait pas accepter dispenser les cours dans une salle de classe non cimentée. Pourquoi? Il y a des... Non, mais ce n'est pas bien. Monsieur l'inspecteur peut, en tant que technicien, peut aller dans les détails par rapport à ça. En dehors de ça, il y a les effectifs. L'autorité a pris un arrêté pour réglementer les effectifs, que ce soit au premier ou au second cycle. Mais allez voir un peu, que ce soit au niveau de la maternelle, du primaire, qu'au niveau de l'enseignement secondaire. Allez voir, surtout au niveau du secondaire général, ces arrêtés-là ne sont pas respectés. Il faut voir le nombre d'apprenants que vous avez en face de vous. Une classe de terminale où vous avez 90 élèves, alors qu'on a dit que le maxi, les tests ont été clairs, le maxi c'est 50. Dans quelles conditions? Ça fait 2 fois la classe. Mais dans quelles conditions pouvez-vous évaluer ces apprenants-là? Donc, si on fait les choses dans les normes, s'il y a des infrastructures d'accueil, parce que c'est par manque de salle de classe que l'on est obligé d'entasser les apprenants dans ces conditions-là. Et on n'a pas la possibilité de les évaluer comme cela se doit. Parce que chaque fois, on fait une comparaison entre les résultats fournis par les établissements privés et ceux fournis par les établissements publics. Mais le travail ne se fait pas dans les mêmes conditions. Donc, il y a ces aspects et au-delà de ça, il y a les conditions de vie des enseignants qui sont les acteurs clés du système. Donc, on va préciser les conditions de vie. On pose les mêmes problèmes oui. chaque fois et toutes les fois, mais on n'a pas les solutions adéquates. Le même problème chaque fois et toutes les fois, mais sans solution. Problème d'infrastructure, problème d'effectifs, aussi bien au niveau des enseignants que des apprenants, des équations apparemment difficiles à résoudre puisque jamais sans solution. Oui, ça, j'en conviens. Malheureusement, c'est comme ça. Je voudrais commencer par ce que mon ami a dit. Les actes. Qui sont ceux qui traitent les actes? Nous nous malmenons. Encore les enseignants? Nous nous malmenons. C'est-à-dire? Nous qui sommes employés du même État, nous nous malmenons. Dans des fonctionnaires qui se Il a fallu livrent la guerre. Que le gouvernement tape du coin sur la table pour que la promotion 2016 recrutée ait le salaire avant la rentrée. Des gens utilisés par l'État, recrutés et utilisés par l'État, font souffrir d'autres. Le même processus est en cours pour les retraités. Ça fait depuis 2 ans pour certains, 1 an et demi, ils sont là. Il a fallu que le gouvernement encore tape du coin sur la table. Ce que nous chicanons entre nous, il faudrait qu'on discerne ça par rapport à la volonté de l'État. Moi, j'aime bien, je n'aime pas l'amalgame. Il faut nuancer. Il faut nuancer, il faut sortir les choses justes. Si on n'a pas eu les actes, c'est ceux qui sont chargés de le faire et qui sont payés pour le faire qui ne le font pas. Parce qu'on n'a pas reçu. On retrouve d'autres États dans l'État? Moi, je n'ai pas reçu un papier signé d'un ministre quelconque pour dire on ne doit pas traiter
les avancements des gens. Donc l'État donne des consignes, mais qui ne sont pas respectées. Bon, parce qu'on veut gagner des choses sur le dos des dossiers que l'on doit traiter. On veut gagner des choses. Ah oui, il sait de quoi je suis en train de parler. Phénomène de corruption. Donc il faudrait que nous discernions les choses. Vous comprenez? Je reviens sur les conditions de travail, le cadre de travail, mal en point. Ça, j'en conviens. On est d'accord. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, lorsque l'enseignant enseigne, il faut que le politicien se taise. Pourquoi? Il faut que le politicien se taise. Pourquoi? Parce que c'est le politicien qui crée ces problèmes-là. Nous sommes parfois complices. Je suis d'accord avec le problème. On parle du cas de travail. Je suis d'accord avec vous. Où trouvez-vous le politicien? Attendez. Ah oui, allez-y. Attendez. Lorsque l'on veut créer des collèges ou des écoles dans toutes les rues, dans toutes les chambres, ça c'est le problème, ça. La part de l'État, et ce que moi je n'aime pas chez l'État, c'est l'absence de régulation de tout ça. L'État doit pouvoir réguler pour dire, il n'y a pas, on a dit, il n'y a pas de création de collège pendant 2 ans. On a respecté ça plus ou moins. Mais dès qu'on est sorti, ouya, ça a repris encore. Dès qu'on est sorti. On est sorti des 2 ans. Après les 2 ans de suspension, le phénomène a repris encore. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui nous tue. De ce point de vue, je suis d'accord que l'État a une responsabilité qui n'existe pas. Et nous sommes en droit de dire à l'État, ces conditions de travail, c'est mauvais. Outre les conditions... Maintenant, il y a l'autre phénomène. Lequel? Tout à l'heure, en coulisses, je disais que je ne vis pas dans un bas-fond. Oui. Lorsque la population a envie d'avoir un collège, il faut que là encore, l'État joue son rôle de régulateur pour refuser les écoles qu'on implante dans les bas-fonds. Ça, c'est des problèmes qu'on va gérer. On a dit, année scolaire a démarré, il y a des écoles qui ne peuvent pas démarrer avant 2 semaines, 1 mois. Et pourquoi? Parce que c'est implanté dans les bas-fonds. Et ça, c'est le problème que l'enseignant doit aller vivre. Et je suis parfaitement d'accord que ce n'est pas de nature à encourager le travail que l'enseignant doit faire. On a parlé des effectifs, je suis d'accord. Mais ceux qui dénoncent, je suis d'accord avec ça. Mais le responsable, c'est qui? Si l'État a dit limiter l'effectif à ceci, moi j'ai tenu 106 élèves en terminale D4 à Diegan-Prévis, année scolaire 2001-2002. Et pourtant, 2002-2003. Vous devrez en garder 50. Je devais garder 50. Et que c'est maximum 60. On est d'accord. Il y a la pression démographique, c'est ça qu'on m'a dit. Beaucoup de gens veulent venir, je suis d'accord. Mais c'est le patron des lieux, c'est le gouverneur de l'école qui est responsable de ça. Vous comprenez? Là encore, l'État manque son rôle de régulation parce que l'État met parfois des gens qui ne sont pas qualifiés et qui n'ont pas de cœur. Il court derrière ce niveau-là encore? Si. Des gens peu qualifiés comme chef d'établissement? Ça a commencé à se corriger. Et très heureusement, bien sûr, ça a commencé à se corriger. Mais jusqu'à un passé récent, c'est comme ça. On peut voir des gens d'à peine d'ancienneté diriger un établissement. 5 ans, moins de 10 ans diriger. Il n'y a plus de liste d'aptitude. Si nous devons nous battre pour une chose aujourd'hui, c'est pour le retour de la liste d'aptitude. Vous comprenez? Avant d'être sur la liste d'aptitude, l'inspecteur intervient. Mais aujourd'hui, c'est comme si tout le monde se ligue contre le travail de l'inspecteur. Comment le Bénin est-il parvenu à en arriver là? C'est la politisation à outrance de tout. Vous voyez les politiques partout décider. Non, écoutez, lorsque... Le politique ne vous choisit pas. Ce que je dis, vous me comprendrez. Ce que je suis en train de dire est ceci. Lorsqu'il est question de nommer les responsables, c'est seulement dans l'enseignement que le député envoie une liste au ministre. C'est seulement dans l'enseignement que le maire envoie une liste au ministre. C'est seulement les gens forment des coalitions de députés, de partis politiques pour commencer par revendiquer des nominations. Et quand le ministre ou le DDEPS ne réagit pas, on va au sommet pour aller faire taper sur les gens, pour dire « je lui ai demandé de me nommer telle personne, il ne l'a pas fait ». Vous comprenez?
Alors, parce que le problème, c'est quoi, je vais vous dire. Il y a deux mentalités qui jouent contre les enseignants. Lesquelles? La première mentalité, c'est tout cadre et enseignant. Tout cadre et enseignant. Oui. Les gens utilisent vous ça. insurgez contre tout cadre. Je ne suis pas d'accord et je ne peux pas l'être. Et après, on dit l'enseignant est budgétivore. Et là, vous insurgez aussi contre? Oui. Bon, vous êtes bon journaliste parce que je vous ai formé. Moi, en tant qu'enseignant, pas en tant que dégueulasse. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce que vous produisez aujourd'hui, c'est moi qui produis ça. Le fruit, ça, c'est la pointe. Moi, c'est la pointe d'orgueil que j'ai, ça, en tant qu'enseignant. Le financier qui manipule l'argent, c'est moi qui l'ai formé. Donc, toute la compétence qu'il déploie à compter l'argent, notre argent, c'est moi qui ai développé cette compétence-là. On ne peut donc pas dire que je suis budgétivore. À partir de ce moment, si on peut écarter ces deux mentalités, nous allons arriver à une bonne valorisation de la fonction enseignante. J'imagine que en commençant par la bonne gouvernance de l'école, comme ça a commencé. On avait vu des gens à 3-4 qui étaient directeurs de second cycle par endroit, qui étaient censeurs ici, qui faisaient la loi ici, qui faisaient... Et on a commencé par redresser ces choses. Des gens BE1 qui étaient déjà directeurs quelque part, ces choses ont commencé par regresser. Moi, je suis à 1-12, je suis dans l'école. À 1-5, tu es venu pour être directeur là. Quel contact, quelle gestion interpersonnelle, de relations interpersonnelles on va avoir? Celui-là même aura des difficultés à aller me donner des instructions, même si moi je suis obéissant. Donc il faut qu'on tienne compte de ces choses-là. Et ça brime l'enseignant, ça moi je suis d'accord. Et si on veut véritablement faire de la valorisation de la fonction enseignante, les choses qui sont listées, il va falloir les prendre en compte. Oui, parce que moi je ne voudrais pas que l'on comprenne la valorisation de la fonction enseignante comme le seul problème de rétribution. Il n'y a pas que l'argent. Et il y a des choses tout de suite qu'on peut commencer sans sortir de l'argent. On reviendra sur ces choses. Alessandra Adjinan, vous voudrez parler des conditions des enseignants quand j'ai donné la parole à André Degbegny. Et ces conditions, il paraît qu'elles sont des plus reluisantes depuis peu. On cite souvent, mais puisqu'il s'agit de vous, à César ce qui est à César, l'une ne peut être prophète à la place de l'autre. Il paraît que sous le régime défunt, l'enseignant s'est vu au meilleur de sa forme. Aujourd'hui, l'enseignant, c'est celui qu'on peut facilement confondre, à quelques expressions près, au cadre de la République. Bon, avant d'aborder cet aspect, je vais revenir sur certaines préoccupations pertinentes évoquées par monsieur l'inspecteur. S'agissant de la création des collèges un peu partout, ça c'est vrai et on trouve la main de la politique dedans. Mais après la création de ces collèges-là, que la communauté a la volonté souvent d'agir en procédant par des souscriptions. Mais le populisme à outrance a fait que toute souscription est interdite. Si bien que... Qu'appelez-vous populisme à outrance? Oui, bon, on ne dit pas de souscription en dehors de la contribution. Donc, le pouvoir agit de la sorte pour montrer qu'il est en train d'agir en faveur des populations les plus démunies. Mais n'est-ce pas le cas? Il paraît que l'État subventionne. Non, les subventions, en réalité, on ne peut pas appeler ça subvention parce que ce sont les filles du premier cycle qui sont exonérées du paiement du droit d'écolage. Et l'État rembourse ça. Donc, ce n'est pas une subvention. Sinon, quand on parle de subvention, c'est qu'il y a les moyens et on vous fait une augmentation. On augmente ce que vous avez, on vous subventionne, on vous donne un plus. Mais là, on ne peut pas parler de subvention. Donc, il y a cet aspect-là aussi. On ne permet pas à la communauté de s'occuper de l'école. La politisation de l'administration scolaire, ça c'est réel. Et là, c'est vrai, cela a commencé à être corrigé
un tout petit peu, comme l'a dit monsieur l'inspecteur, mais la politique est toujours là. Toujours. Et moi, je constate que on a parlé de rupture, mais on n'a pas encore rompu avec les habitudes du passé. Sinon, ce sont ceux-là, vous voyez des gens qui sont sous sanction, mais qui sont nommés directeurs. Actuellement? Oui, qui vont, moi je ne veux pas citer les noms, non, oui, qui vont remplacer des gens qui ont fait de bons résultats, tout simplement. Vous en connaissez ou j'en connais. Non, j'en connais. J'en connais. Un collègue. J'en connais. Et tout simplement parce qu'on dit, l'autre qui a fait de bons résultats n'est pas du même bord politique que celui qu'on a nommé. Donc, on le considère comme étant un opposant. Mais quand l'école va continuer à fonctionner comme ça, mais on ne peut pas parler de la revalorisation de la fonction enseignante. On ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On nomme des chefs services dans les directions départementales, des chefs services qui n'ont pas encore eu 2 ou 3 ans en tant qu'agents de l'État. Donc, ils sont recrutés à peine il y a 2 ans et on les nomme chefs services. Des gens qui n'ont pas le grade qu'il faut. Non, c'est là maintenant, à l'heure où nous parlons. Donc, ce n'est pas ici que nous allons citer des noms ou des départements, mais ce que nous dénonçons là, les autorités en sont conscientes. Donc, il y a tous ces aspects-là. Maintenant, s'agissant des conditions de vie des enseignants, les actes, je vais donner des exemples. On ne peut pas... exemples, vous confirmez au moins qu'il y a une amélioration subséquente de vos conditions de vie. Comment? Mais moi, je ne trouve pas l'amélioration qu'il y a. Sinon, mais des revendications qui datent depuis des années. Qu'est-ce qu'on a eu sous le régime défunt? On a eu l'allocation d'incitation à la fonction enseignante. Mais on a donné quelque chose par la main gauche et on l'a repris par la main droite. Qu'est-ce que vous avez repris par la main droite? C'est le décret 2010-101 du 26 mars 2010 qui a octroyé l'allocation d'incitation à la fonction enseignante à tous les enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire. Mais par la suite, compte tenu de la cherté de la vie, le gouvernement défunt a pris un décret qui augmente l'indice de tous les agents de l'État. Il s'agit du décret 2011-505 du 5 août 2011. Mais il y a une confusion qui a été entretenue et le gouvernement a estimé que les 25% que les enseignants avaient eu à travers le décret 2010-101 du 26 mars 2010, là, que c'est ça qui a été élargi aux autres agents de l'État, ce qui n'est pas vrai. Donc finalement, c'est en 2016, c'est en janvier 2016 que les enseignants ont senti, pas tout le monde, c'est bien après que certains ont eu ça, donc c'est en janvier 2016 que les enseignants ont senti ces 25%-là consacrés par le décret 2011-505 du 5 août 2011. Donc, on nous avait mis au même niveau que tous les autres travailleurs, alors que, comme l'a dit monsieur l'inspecteur, ce sont les enseignants qui forment tous les autres fonctionnaires. Donc, qu'on nous dise que les enseignants sont heureux, je ne pense pas. Ce qui préoccupe les enseignants aujourd'hui, ce sont les statuts particuliers, la prise des arrêtés d'application des statuts particuliers. Il y en a, et au niveau des enseignements maternels et primaires, c'est le décret 2015-593 du 21 novembre 2015. Au niveau des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, c'est le 2015-592, toujours du 21 novembre 2015. Donc, on n'a pas encore déplacé une virgule dans ces décrets portant statut particulier. Mais qu'on dise que les enseignants sont mieux lotis, je ne pense pas. Inspecteur. Vous savez, chacun regarde les choses de là où il est. De son développement, je tire quand même que les 25% sont sur les salaires. Moi, j'aime rendre grâce pour tout ce que j'obtiens. Et ça, c'est personnel encore.
Et je ne peux pas dire de ce point de vue-là qu'il n'y a pas d'amélioration. Mais je veux qu'il en ait un peu plus. Si c'est ça, nous sommes tous d'accord. Qu'aujourd'hui, je l'ai dit, il y a certains syndicalistes qui ont voulu me couper la tête, mais heureusement, ma tête est encore là. Lorsque je prends un enseignant, catégorie pour catégorie, avec un autre agent de l'État, l'enseignant gagne plus que lui. Moi, je ne raisonne pas en termes de l'enseignant n'a pas d'à côté, ou les autres ont d'à côté, ou ceci ou cela. Vous raisonnez en quel terme? Je raisonne en termes de la rétribution réglementaire. Et de ce point de vue? Et de ce point de vue, catégorie pour catégorie, l'enseignant a 25% en plus. Nous sommes d'accord. Mais après ça, il y a les statuts particuliers qui ont prévu un certain nombre de choses. Si on ne rompt pas avec la mentalité de l'enseignant est budgétivore, on n'appliquera jamais ça. Ça, c'est un conseil que je donne. Et je voudrais que le gouvernement, que ceux qui nous dirigent, effectivement, qui ont affiché la volonté de revaloriser la fonction, aillent de ce côté-là. Et qu'ils puissent s'inspirer, de la chancelière allemande. De quel point de vue? Angela, qui a été saisie par les magistrats, les gens qui se prennent pour les plus importants de la République. C'est comme ça, vous le voyez? C'est comme ça que je les vois. Bon, sans moi, ils n'existent pas. Et ils veulent m'écraser tous les jours, mais je résiste. Et je résisterai jusqu'au bout. Alors, ils sont allés le voir pour dire, nous voulons des augmentations parce que vous avez augmenté les enseignants. Un peu comme Oufoué l'avait dit. Si vous voulez des augmentations, devenez enseignant. Mais Angela est allée plus loin. Je ne vous mettrai jamais au même niveau salarial que ceux qui vous ont formé. Ça, c'est très fort, ça. Je ne vous mettrai jamais au même niveau salarial que ceux qui vous ont formé. Inspecteur de Guigui, plus que 3 minutes, on aura clôturé cette émission. Mais j'allais finir pour dire que si les revendications ne sont pas satisfaites aujourd'hui, comme nous le voulons, c'est le syndicalisme qui est à la base de ça. Tout le monde ne peut pas être syndicaliste. Et on ne peut pas on n'est pas obligé d'avoir 90 millions de syndicats avant de revendiquer les mêmes choses. Vous voulez dire que vous créez des syndicats chaque jour, vous, enseignants? Non, moi je constate, ça se crée, je constate. Mais mon souhait à moi, c'est que les gens puissent resserrer. Il faut qu'ils puissent resserrer les rangs pour que 2 ou 3 personnes crédibles, je dis bien crédibles, aillent me défendre. Mais qu'est-ce qui peut pousser les enseignants à créer chaque fois des syndicats chaque jour? Oui, chacun veut se positionner. Vous avez parlé de quartier latin, mais vous n'avez pas parlé de l'intellectualisme et de la mesquinerie dont a parlé Emmanuel Mounier. Ah bah dites-nous quelque chose. Ben oui. Vous trouvez que c'est la réalité? Tant que je ne suis pas là, ce que l'autre fait est mauvais. C'est le propre du Béninois. Ça, c'est le propre du Béninois. Tant que je ne suis pas là, ce qu'on y fait est mauvais, alors il faut que je déclare que c'est mauvais sans moi. C'est lorsque je suis là que c'est bon. Mais dès que moi je suis là, un autre vient derrière pour dire, parce que c'est lui qui est là, c'est mauvais. Aujourd'hui, le Bénin, quartier latin de l'Afrique, reste-t-il toujours un label? C'est une question. C'est une question, mais tout n'est pas encore perdu. Moi, je voudrais... Même les gens qui ont incarné le quartier latin, vous m'excuserez, ce sont des gens théoriciens qui ont tout le temps déplacé les problèmes et qui ont toujours utilisé la mesquinerie pour Merci, inspecteur Degbeyi. Donc, l'espoir est toujours permis, oui, Alessandra Djinan. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aurez toutes les raisons du monde à conseiller à votre petit... Bon, c'est trop dit, à votre enfant, un cousin, une cousine, en quête de se positionner, à aller à la profession d'enseignant? Pourquoi pas? On ne va pas dans l'enseignement pour le plaisir d'y aller, mais on y va par vocation. On y va par vocation. Lorsqu'on aime ce métier-là, on est fier d'être enseignant. Et quel est votre appel à l'endroit des vôtres? Je crois que, en dehors avant plutôt de lancer un appel aux camarades, aux collègues, je crois que l'État doit pouvoir jouer sa partition.
Parce que lorsque les problèmes ne sont pas réglés, les problèmes posés, on ne peut pas dédouaner l'État par rapport aux problèmes d'actes qui ne sont pas signés, parce que des arrêtés, par exemple, de mise en formation sont signés par des ministres. Donc, qu'on promette la signature d'un arrêté de mise en formation depuis avril passé, et nous sommes maintenant en octobre et cet arrêté n'est pas signé, je crois que ça pose un problème. Donc, que le gouvernement joue sa partition et les enseignants aussi vont accomplir leur devoir. Que le gouvernement joue sa partition, les enseignants joueront aussi la leur. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, c'est tout pour le numéro du jour. Nous allons prendre congé de vous et ce sera sur cette citation de Jean Jaurès. On n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir. On enseigne et on ne peut enseigner que ce que l'on est. La responsabilité de l'enseignant reste tout entière. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir une fois encore été des nôtres. À demain.